Elle ne se considère pas comme une politicienne, mais dit savoir bien s'entourer. C'est une femme d'action, impliquée auprès de sa famille, de sa municipalité, de sa région, dans sa communauté. Une femme de cœur, simple et humaine, qui souhaite contribuer à bâtir un monde meilleur. Aujourd'hui, à TVCO, Claudette Simard se souvient. Bonjour, Madame Simard. Vous allez bien? Très bien. Oui, heureuse d'être avec vous aujourd'hui. Oui, en même temps, assez émue de me retrouver ici pour raconter ma vie, mon histoire. Je suis impressionnée, là. Si on commençait par parler de vous, de votre petite enfance, Oui. là, du début. Est-ce que vous venez de Saint-Urbain, je crois? Oui, je suis native de Saint-Urbain et j'ai aussi la chance d'avoir un frère jumeau. Alors, à la naissance, ça a été quand même surprenant pour ma mère, puisqu'elle ne savait pas du tout qu'elle attendait des jumeaux. Alors, j'ai un frère, Claude, bien sûr, et moi. Alors, je suis la deuxième de deux. Claude et Claudette. Oui, Claude et Claudette. Alors, on est nés le 29 avril 1952. Et voilà, fait qu'on a eu une... Moi, je dis souvent « nous », hein, parce que c'est difficile de parler seulement en « je », parce qu'on était deux. Mais j'ai eu une enfance gâtée avec ma famille. Nous avons toujours demeuré à Saint-Urbain. OK. En 52, c'était une grosse année, là, je pense. Oui, en 52. Nous, on est nés le 29 avril et on a eu le feu du village de 52 maisons en 1952, en juin, au début juin. Donc, vous aviez 2 mois. Oui, mais au niveau de la paroisse, de la municipalité, vous savez, c'est une perte incroyable quand on parle de patrimoine d'une municipalité, d'un village, perdre autant. Et nous, on n'était pas dans le secteur qui a été touché à l'époque, mais pas longtemps après, mon père a acheté un garage, on a déménagé. Et là, lui, qui était aussi garagiste, alors il s'est acheté un camion. Fait qu'il a travaillé à la reconstruction aussi du village. Donc, votre père était garagiste. Est-ce Oui. que votre mère était à la maison? Ma mère était à la maison. Elle avait un salon de coiffure dans la maison. Oui. Alors, j'ai profité, moi et mon frère, de se promener dans le salon de coiffure. Moi, je fouillais dans les sacs à main des madames et puis je m'amusais sur le divan. Puis ma mère nous disputait parce qu'en fait, on n'avait pas toujours de gardienne à la maison, loin de là. Okay. Mais le salon de coiffure était dans la maison, puis la maison, on était en haut du garage. Donc, il y avait un va-et-vient quotidien. Mon père, de par son travail, ma mère aussi. Alors, la porte était toujours ouverte. Jamais que la nuit, les portes étaient barrées de la maison. Au plus loin que je me souviens, là, j'ai jamais vu une porte barrée chez nous parce que mon père voulait accueillir qui était dans le besoin, n'importe quelle heure du jour ou de la nuit. Puis vos parents, ils étaient plutôt progressistes ou plutôt traditionnels? Je pense qu'avec ma mère qui travaillait, qui était quand même à l'époque, puis il y en avait d'autres aussi, là, qui étaient coiffeuses, mais très peu travaillaient. Donc, ma mère était quand même assez autonome. Et bien sûr qu'en étant jumeaux, mon frère et moi, ce que mon frère avait, je devais l'avoir. C'est sûr qu'il n'y avait pas... que ça soit égal. Il n'y avait pas juste le garçon qui pouvait avoir ça. Ma mère disait, si Claude a là, Claudette va l'avoir. Comme le fait que j'ai eu mon permis de conduire à 16 ans, la journée de ma fête, la même journée que mon frère, parce que mon frère voulait avoir son permis. Ma mère a dit, s'il a son permis, elle a son permis. Donc, c'était pas mal de ce côté-là. Puis mon père disait toujours oui. C'était pas mal égalitaire de ce côté-là. Vous vous entendiez bien avec votre frère? Oui, avec mon frère, c'est sûr qu'on... Disons que plus jeune, on s'est beaucoup chicané, là, parce qu'il m'agaçait tout le temps. J'avais des amis, puis il voulait toujours se mêler de nos affaires. Puis quand il y avait de ses amis, je faisais la même chose. On était seulement deux, là. Donc, on invitait souvent des cousins, des cousines ou des amis pour s'amuser. Ça m'a manqué de ne pas avoir de sœur. Et pour mon frère, c'était un peu la même chose aussi, je pense. Mais heureusement, on était bien entourés par plein d'amis, par plein de familles. Il y avait tellement d'activités dans notre jeunesse, dans notre enfance, dans chacun des villages. C'est assez impressionnant de penser qu'on avait un cinéma, une salle de quilles, 3 hôtels, 2 ou 3 restaurants, des carnavals, des soirées dansantes. À Saint-Urbain? Mais oui, Saint-Urbain. Wow! Oui. Alors, on n'avait pas le temps de s'ennuyer, vraiment pas. Non. Puis vos parents, eux, c'était des gens comment? C'était des gens qui étaient calmes, patients? Est-ce qu'ils jouaient avec vous? Ils étaient comment? Non, je pense pas que... Non.
pas la génération de mon père. Mon père, il n'avait pas le temps, il ne faisait que travailler. Je vous dirais que c'est un peu cette génération-là d'hommes qui ne travaillaient. Et quand ils ne travaillaient pas, bien souvent, c'était... c'est difficile à en parler, là, mais c'était souvent l'alcool qui entrait en jeu parce que je pense que c'était à peu près le seul congé qu'ils prenaient, c'était de prendre une bière ou... prendre un verre. Fait que ça a amené à beaucoup de peine. Beaucoup de peine et j'en ai souffert beaucoup, de même que mon frère aussi. Malgré qu'il a fait tout son possible. C'était une génération d'hommes qui ont tellement travaillé, qui ont commencé à travailler à l'âge de 10 ans, qui se levaient à 4 heures le matin. Ça pouvait être travailler de jour et nuit. Mon père faisait de l'entretien de chemin de route, il faisait du déneigement l'hiver, il allait faire des remorquages dans le parc. On arrêtait à la pêche, il pêchait sans avoir l'autorisation, il cachait la truite dans les portes de voitures. Écoutez, mais c'était des hommes... C'était difficile de ce côté-là. Moi, j'en ai souffert beaucoup et j'y pense encore souvent. Ouais. Est-ce que vous avez quitté tard la maison? Pas très tard, parce que aimant les petits garçons, avant du plaisir à sortir. Écoutez, il faut relativiser, là, à l'époque, là. On ne couchait pas avec les gars, là. Oui. Moi, j'aimais être avec les gars et les filles. Moi, il fallait que j'ai les deux. Moi, juste avec des filles, ça ne fait pas. Mais on jouait, on s'amusait, on sortait. Mais on sortait à 7 heures et on rentrait à 10 heures le soir. Il faut pas... mais c'est ça. Des fois que j'ai triché un peu. Je suis rentrée peut-être plus tard, mais c'est ça. Puis vos études, Moi, j'ai fait des études secondaires. Je me suis rendue au secondaire. Et après ça, j'ai eu un accident de motoneige à 17 ans. Et j'ai eu des problèmes, c'est ça, je me suis fait mal aux vertèbres de la colonne. Donc, j'ai été presque un an dans le plâtre, des fesses au cou. Mm-hmm. Et à ce moment-là, j'ai décidé d'arrêter mon secondaire parce que je suis allée comme 2 ans en intervalle dans des collèges, dans des écoles privées, parce que je m'ennuyais. Je vais aller chez les sœurs, me trouver des amis, me faire des amis. Dans quel coin, ces écoles-là? J'ai commencé à Beauport. Ensuite, je suis allée à Saint-Damien-de-Bellechasse. On est partis 2-3 filles. On a dit, on s'en va pensionnaire. OK. Parce que je voulais avoir du monde. Quelle année de votre secondaire? Écoute, la première, à Beauport, j'avais 13 ans, 12-13 ans. Puis la deuxième, je devais avoir 15-16 ans aussi. Mais je revenais, mais à un moment donné, j'avais dit à mon père, « Papa, je pense que il venait me chercher, puis je pense que j'aimerais ça faire une sœur. » Ah ben, tabarnouche. Il voulait pas. Il dit, non, tu vas sortir de là, tu t'en viens à la maison. Non, c'est parce que je fais. Je sais pas pourquoi j'ai dit ça, malgré que j'ai rien contre les religieux, loin de là, je les admire beaucoup. Mais c'était drôle, ma mère a dit, il en est arrivé tout de monter à la maison, elle dit, ta fille va faire une sœur, il n'est pas question. Quand est-ce que votre conjoint est arrivé dans votre vie? Hey! Qui est arrivé de bonne heure, ce gars-là. Racontez. C'est quand j'ai commencé mon secondaire à Baie-Saint-Paul, au couvent. Et les garçons allaient au collège. Puis c'est un garçon de Baie-Saint-Paul. Et vous aviez, tout près de l'école, du couvent, le restaurant Café Moderne. Oui. L'autre bord de la... Ça vous dit rien à vous, là, mais vous êtes jeune. Mais moi, Café Moderne, c'était là que ça se passait. Tout ce qu'il y avait de jeunes hommes, bien de toute famille confondue, se retrouvaient là. En face, puis il arpentait la rue Saint-Jean-Baptiste, et parce qu'il savait que le couvent n'était pas loin aussi, là. Fait que de temps en temps, on sortait pour aller dîner où on avait des autorisations. Je ne sais pas comment ça se fait, mais peu importe. On avait aussi des soirées dansante pour les écoles. Fait qu'on partait en autobus de Saint-Urbain pour aller à des soirées dansante pour les jeunes des écoles à Baie-Saint-Paul. Alors, c'est à peu près là que je l'ai connu, Jean-Guy. Donc, vous aviez quel âge? Boudiane. J'avais 14 ans. 13. Je dis 14, mais je pense que c'est plus 13. C'est vraiment jeune. Je pense à ça, puis je dis, mon Dieu. Mais moi, je vous dirais que j'étais une femme à 11 ans. J'étais faite femme à 11 ans. Vous étiez prête? Prête, façon de parler, là. Mais disons que j'aimais beaucoup danser, j'aimais m'amuser. On avait du plaisir en groupe. J'aimais beaucoup la danse, fait qu'on partait les filles ensemble. Et puis, on avait des groupes de musique dans Charlevoix. C'était extraordinaire à l'époque. Alors, ils donnaient des spectacles, des soirées dansantes. On était tout le temps là. C'était... fait que je l'ai rencontré là. Fait qu'on s'est connus comme ça.
Mais comme ça a suivi comme ça. Là. Ça a continué comme ça jusqu'à l'âge de 16-17 ans. Là, on en voyait d'autres, on fréquentait d'autres personnes parce qu'on était des amis. Hein. Mais à 17 ans, on a commencé pour de bon à sortir ensemble, puis on est mariés depuis 45 ans bientôt. Et puis voilà. Ah, mon Dieu que c'est beau. Là, on va en profiter pour écouter la chanson que vous nous avez dit qui était importante pour vous. Oui. Alors, allons-y. Quand les hommes vivront d'amour, il n'y aura plus de misère et commenceront les beaux jours. Mais nous serons morts, mon frère. Alors, la chanson que vous avez choisie, c'est Quand les hommes vivront d'amour de Raymond Lévesque. Oui, c'est assez surprenant pour beaucoup de gens, mais c'est une chanson qui m'a marquée de par les paroles, premièrement. Et Raymond Lévesque, sa voix m'a toujours marquée par parce que moi, quand je l'ai entendu les premières fois, c'était dans les années 60, 70 plus. Et puis là, sa voix rauque. Puis quand il parlait, d'abord, c'est un poète, un auteur-compositeur, poète. Et moi, j'étais impressionnée. Puis je me disais, est-ce qu'il est si malheureux que ça, cet homme-là? Parce que de le voir comme ça, là, je me disais, pour moi, il n'a pas été chanceux dans la vie, ce gars-là. Puis en même temps, c'est vrai que cet homme-là n'a pas été reconnu à sa juste valeur dans ces années-là, parce que justement, les auteurs, compositeurs et poètes n'étaient pas si bien reconnus. Mais moi, cette chanson-là m'a toujours suivie, et ça fait, pour moi, au niveau québécois, c'est la chanson que je préfère. De par les paroles, je suis comme restée un peu, comment je dirais ça, naïve, et il fallait que le monde soit bon, que tout soit meilleur, et puis je suis encore un peu comme ça. Vous avez eu des enfants, je crois? Oui. On s'est mariés. D'abord, j'ai demandé mon mari en mariage. Il était policier à la Sûreté du Québec et il était transféré à Grande-Vallée. Alors, quand il m'annonçait qu'il s'en allait à Grande-Vallée, qui est à la pointe nord de la Gaspésie, on s'est fiancés à Noël et on avait 19 ans. C'est fou, là. J'ai l'impression que j'avais vraiment peur de le perdre. On s'est fiancés. Ça, les fiançailles, on était d'accord les deux là-dessus. Mais on avait 19 ans. On a le même âge. Mon mari, mon conjoint, on a le même âge tous les deux. Et il s'en va à Grande-Vallée en Gaspésie. Et que c'est loin. C'est magnifique, mais c'est loin. Donc, moi, j'étais aussi à l'époque sténotypiste au Palais de justice de Québec. Alors là, lui est parti pour Grande-Vallée. Là, c'était très difficile pour moi de me passer de mon chum. Là. Mais le travail, j'aimais beaucoup ce que je faisais. Mais pour moi, c'était évident que je voulais fonder une famille. Alors moi, vous l'avez laissé aller en Gaspésie seul et vous êtes resté à Québec comme sténotypiste. Oui, exactement. Okay. Je travaillais pour le bureau Boisjoli et Associés à l'époque. Et les salaires étaient fort intéressants, même que je gagnais plus cher que mon mari à l'époque. Et lui, ayant fait le choix de la Sûreté du Québec, quand il était transféré à l'époque, il ne pouvait pas refuser son transfert. Il fallait qu'il soit dans le fond de la Gaspésie, là. Mais je ne dirais pas le fond. Je vais dire vraiment à la Pointe-Nord de la Gaspésie parce qu'on a trouvé là des gens extraordinaires. Je trouvais qu'ils nous ressemblaient beaucoup aux gens de Charlevoix, de par l'accueil, de par leur façon d'être généreux, chaleureux et fort sympathiques. Alors, là, on parle de votre conjoint, mais c'est bien lui qu'on voit en arrière. Et mes filles ont grandi vite, hein? Oui. Ça, c'est ça, mon mari policier encore, et mes filles, Annie, la première qui est entrée policière et qui a choisi le SPVM de Montréal. Et lorsque nous sommes allés à Nicolette remettre le diplôme à Annie, elle, celle de gauche, c'est son père qui lui a remis son diplôme. Et Audrey, la dernière des trois filles, elle, quand elle est sortie de Nicolette avec nous, elle a dit que c'était le métier qu'elle voulait faire aussi. Alors, on s'est retrouvés avec 2 filles policières et une notaire. Ah, wow! Je pensais jamais que mes filles feraient ça. Je vous dirais qu'au début, là, ça m'a donné un coup. Là. D'abord, une famille de loi, Annie, de justice. Oui. Ouais. Puis même ma fille, Sophie, qui est notaire, elle aussi, c'est du droit et de justice. Exactement. Mais voir sa fille en uniforme de police, ça me touchait beaucoup plus que mon mari en uniforme. Parce que, et en plus, mon mari, il était en région. Quand elle t'annonce que tu t'en vas au SPVM de Montréal, mettons que c'est pas la même chose. Oui, ça doit être inquiétant pour une mère. Alors, puis 1 mois après qu'elle soit arrivée à Montréal, elle était sur patrouilleur avec un confrère et un policier se fait tirer sur une autoroute
du SPVM. Mais là, tu vois ça en front page, le policier avec son uniforme. Puis là, je m'imaginais voir ma fille. Bien sûr. Et souvent, elle appelait son père parce que quand arrivent des moments comme ça, je peux vous dire que ça l'affectait beaucoup. Et qu'elle racontait ces histoires qu'elle vivait là-bas. À un moment donné, je lui ai dit, Annie, tu ne me parles plus de ce que tu vis comme policière à Montréal. On va parler cuisine, couture, cadeaux, bijoux, n'importe quoi. Mais ne me parle plus de ce que tu vis parce que ça me touche beaucoup. Si on parlait de votre travail, donc là, vous dites que ça faisait 10 ans que vous étiez à la maison. 10 ans à la maison pour m'occuper des enfants. Qu'est-ce qui est arrivé ensuite? En 81, mon père avait soumissionné pour des contrats de transport scolaire. Alors, mon père, qui était toujours en vie, avait soumissionné pour du transport scolaire pour... alors, la commission scolaire est allée en soumission. Bon, mon père a soumissionné. Il y a eu trois transports, trois circuits. Alors, achète 3 autobus. Là, ça lui prend des chauffeurs. Fait que là, moi, j'ai levé mon doigt. J'ai dit, moi, je veux conduire un autobus scolaire. Mon père a dit, pas de mauvaise idée. Si ça n'a pas été, ça n'a pas d'allure. Mon mari n'a pas dit, ça n'a pas de bon sens. Oui, tu es capable, vas-y. Et ma belle-sœur aussi, Doris, qui, elle aussi, pouvait prendre un autobus. Et mon frère avait le 3e. Fait que les deux, moi et ma belle-sœur et mon frère, on avait chacun un circuit d'autobus scolaire. Belle compagnie familiale, donc, on a commencé ça. Mais wow. moi, j'ai des autobus, je n'avais jamais conduit ça. Il fallait que je passe mon permis d'autobus. Et à l'époque, on avait à peu près les premiers véhicules automatiques. OK. Parce que mon père voulait acheter des véhicules automatiques, c'était sorti. Puis il dit, ça va être beaucoup plus facile à chaque arrêt. Ça fait quand même des autobus pleins d'enfants. Là, tu t'en vas jusqu'à 72 enfants. Alors, il dit, c'est beaucoup moins compliqué, puis ça va être moins dangereux. Bon, fait que c'est correct. Alors, on arrive, moi j'arrive, j'étais au départ à Baie-Saint-Paul, le circuit. Alors, j'arrive avec un groupe de chauffeurs d'autobus pour différentes compagnies, qui me regardent arriver de loin, là, puis m'en questionnant qu'est-ce qu'elle fait là, elle. Il y a eu souvent de la moquerie. Il y a eu même aussi au niveau des parents, quand ils ont su que je me rendais à Saint-Jérôme, dans le rang Saint-Jérôme en haut. C'est comme moi que la route n'est pas facile, il y a de la côte. Non, vraiment pas difficile. Et les parents ne voulaient pas embarquer avec moi comme chauffeur. Fait qu'ils disaient, la commission scolaire leur a dit, vous avez le choix, allez reconduire vos enfants à l'école si ça ne vous convient pas. Alors, ça a commencé comme ça. Ça n'a pas de sens. Oui, mais c'était comme ça. Tu recules dans les années 80, au début des années 80, il n'y en avait pas eu avant. On était 3. Il y avait moi, ma belle-sœur, et il y avait une dame, Saint-Gelais, Madame Pilote, du côté du rang Saint-Laurent, qui elle aussi conduisait un autobus. Mais j'ai adoré ça. J'ai eu beaucoup, beaucoup de plaisir à travailler dans ce milieu-là. On vous connaît comme politicienne. Ça arrive quand, ça, la politique? Bien, quand même. Seulement qu'en 87... Parce qu'entre-temps, quand on est revenu à Saint-Urbain, mon père, pas mon père, mais mon chum était très sportif, mon mari, donc il s'impliquait beaucoup dans les sports. Donc, il avait organisé de la balle molle. On jouait avec d'autres équipes de Baie-Saint-Paul. Je le suivais partout avec les enfants. Après ça, on a installé un terrain de tennis, c'est plus tard, ça. Mais on a fait une garderie communautaire, ça, pour les enfants. Fait que c'était les mamans qui allaient garder chacun leur tour dans la semaine. C'était un après-midi par semaine. Alors, ça nous libérait aussi. Fait qu'on on avait des beaux contacts avec les autres mamans, les enfants. Ça, avant de débuter l'école, bien sûr. Alors, après ça, c'était l'école pour Annie, ma plus vieille. Et puis là, est arrivé, là aussi, on avait fait un comité de loisirs. Il y avait le carnaval dont je m'occupais aussi avec mon mari. Fait que ça nous faisait des sorties avec des amis. Et donc, ça a commencé comme ça de m'impliquer parce que si on s'implique au niveau loisirs, les loisirs font partie de la municipalité. Alors, on allait rencontrer souvent les élus pour leur demander pour faire telle ou telle activité. Alors, ça a été comme ça que ça a débuté. Et à un moment donné, est arrivé un événement. Ma fille, ma dernière Audrey, s'est cassé un bras, un poignet en faisant de l'éducation physique dans le sous-sol de l'école parce qu'il n'y avait pas de gymnase. Et puis là, j'ai dit, ça suffit, vous faire quelque chose. Alors, je suis allée revendiquer ça au niveau du conseil. Et est arrivée aussi une élection partielle où la dame, Mme Monique Côté, a laissé son poste. Donc, c'est M. Eudard Fortin, à l'époque, qui est venu me chercher, qui était maire, qui est venu me chercher pour me présenter en politique municipale. Donc, ça a commencé pour construire un gymnase.
Ça a commencé parce qu'il fallait qu'on construise un gymnase Comme à Saint-Urbain. conseillère? Oui. Quelques années plus tard, comme mère? Oh, ça a été long, là. Ah oui? Oui, oui, ça a été long. Je n'ai pas trouvé ça long parce qu'au départ, j'étais certaine que je ne serais pas très longtemps. Après avoir réalisé ce que je voulais, là, je me dis, c'est assez, je vais arrêter ça. Mais ça devient comme une piqûre, je pense, la politique. Parce qu'à chaque fois que tu réussis à réaliser un projet ou tu as un dossier sur lequel tu es contente, tu es fière et que ça va bien au sein du conseil, quand on a une belle harmonie, qu'on a une vision commune ou qu'on avance lentement mais sûrement, bien, ça a fait que j'ai continué comme ça et je me suis ramassée avec... pas ramassée, excusez-moi. Je me suis retrouvée avec le maire Jean Fortin, avec le maire Simon Bouchard pendant 22 ans. J'étais 22 ans conseillère avec parce qu'on avait une équipe extraordinaire. J'ai eu beaucoup de plaisir à travailler avec tous les membres des conseils qui étaient là à l'époque. Et finalement, quand M. Bouchard s'est retiré, bon, ben j'ai dit c'est là ou jamais. Alors, mais en n'étant jamais sûr de soi, on était la confiance en nous comme femmes. Et puis, on se dit souvent, moi, c'est toujours ça qui m'a préoccupée aussi. Je me dis, je ne suis pas sûre si je suis capable d'être mère, d'être mairesse plutôt. Puis, je serais comme la première parce qu'il n'y en avait pas eu, il y en avait pas d'autres avant moi. Ouais. Alors, mais finalement, je n'ai même pas eu d'élection. J'ai été élue sans élection. Pour vous, ça serait quoi, là, les moments dont vous êtes la plus fière? Dans ma carrière politique? Oui. Il y en a tellement. Ben, C'est une petite municipalité, mais je suis très fière de ce qu'on a réalisé. Il y en a tellement, façon de parler, là. On a acheté le centre communautaire, l'école, pour en faire un centre communautaire. Ça, je trouvais ça important aussi. Après que j'étais élue mairesse, mais avant ça aussi, on a fait une résidence pour personnes âgées. Ça fait 20 ans cette année. Alors, on a fait des travaux d'infrastructure. Ça a continué. Il faut que je rende hommage à tous les conseils, tous les conseillers, conseillères avec qui j'ai travaillé. Parce que, je le dis souvent, j'ai eu la chance d'être entourée des bonnes personnes. Puis ça, je pense que c'est quelque chose dont je suis le plus fière, c'est d'avoir su m'entourer des bonnes personnes pour m'assurer que notre municipalité va continuer à grandir, à s'améliorer, à se développer. Et on a encore des projets, on en a eu récemment, on en a encore, puis il y en aura encore pour les années à venir. Je vais terminer mon dernier mandat en novembre 2021. C'est une décision que j'ai prise avec mon mari et je peux vous dire que c'est pas facile à prendre comme décision, mais en même temps, je regarde la table et je me dis, je fais le tour de la table depuis plusieurs mois. Et je me dis, j'ai travaillé sur des dossiers, j'ai fait des choses extraordinaires et là, il est temps que je pense à moi, que je pense à mon conjoint, que je puisse vivre pour moi, pour lui, pour mes enfants encore, et que j'ai du temps devant moi. Parce qu'on ne connaît pas l'avenir. Et je suis préoccupée par tout ce qui se passe et je veux profiter d'avoir des années encore en santé. Ça me fait peur. On a tellement de gens autour de nous qui sont malades de toutes sortes. En plus, là, on vit la pandémie. Mais là, il est temps que j'arrête parce que j'ai l'impression que je tourne en rond, là. Et il est temps que je donne ma place à des gens qui vont être dynamiques, qui vont vouloir avancer, qui vont vouloir développer, qui vont avoir une vision. Puis en même temps, je me dis, la vision qu'on s'est donnée depuis de nombreuses années, je l'espère dans cette continuité-là parce que je ne crois pas qu'en politique aujourd'hui, on puisse accueillir dans des municipalités des gens qui ne pensent qu'à leur municipalité, qu'à ce qu'ils vont développer chez eux. Oui. C'est pas comme ça que je vois la politique. Oui. D'avenir. La politique, c'est collectivement. Il me semble que je ne vous l'ai pas demandé, mais ça m'intéresserait de savoir si vous avez eu des échecs dans votre vie. Des échecs? Ouais. Bien, oui. Lorsque j'ai eu mon accident de motoneige, j'aurais voulu faire autre chose que d'être sténotypiste. Moi, je rêvais d'être hôtesse de l'air. On appelait ça comme ça à l'époque. Oui. On appelle ça des agents de bar maintenant, puis de voyager beaucoup. Mais à partir du moment où j'ai eu ça et que là, j'étais en amour, l'amour, là, ça fait une grosse différence dans la vie d'une femme. Et je voulais des enfants. Et je voulais une famille, une grande famille. Puis mon mari a dit 3, c'est assez.
Mais votre Alors- mari, il venait d'une bonne famille aussi. Oui, il y avait une famille exceptionnelle. Là, je suis très contente de pouvoir le dire. La famille Bouliane de Baie-Saint-Paul est une famille exceptionnelle de 5 gars, une fille. Et la fille a épousé mon frère. Et je peux vous dire que c'est des gars, je les appellerais des féministes. Avant-gardistes parce que c'était des hommes à l'époque, quand on fréquentait, quand les belles-sœurs, on était avec ces frères-là, qui étaient très égalitaires. C'est qu'eux autres, les femmes pour eux autres, leurs conjointes étaient considérées comme eux. Je veux dire, s'il n'y avait pas, j'ai jamais senti de différence, alors que c'était très rare, je peux vous dire, à Donc, l'époque. votre conjoint vous a toujours appuyé, là. Dans tout ce que je voulais faire. Il a toujours dit, tu le fais. C'est sûr que tu es capable de le faire. Toujours cru en J'ai vous. toujours mon père qui disait, ah ben, pas sûr, hein? Tu vas faire là, tu vas où? Et là, quand j'étais élue mairesse, bien là, le parc industriel, ça n'a pas de bon sens, ça va être un... C'était toujours... c'est toujours un petit... Ouais. Fait alors que mon conjoint était toujours là d'abord pour m'épauler. C'est très important, quand tu vas en politique municipale, d'être appuyé C'est par vrai. ton conjoint ou ta conjointe, parce que sinon, tu t'en sortiras pas. Dans votre vie, soit personnelle ou soit professionnelle, si il y avait quelque chose que vous pouviez faire différemment, qu'est-ce que ce serait? Différemment, dans ma carrière, Soit dans votre carrière ou dans votre vie personnelle, je vous le laisse. différemment, écoute... Ouais, si vous aviez de quoi à faire autrement, là, qu'est-ce que... Qu'est-ce que je pense que j'aurais étudié plus longtemps. J'aurais été plus intelligente, plus brillante. J'étais paresseuse, je pense. Ça, c'est oui, ça, je OK. l'avoue. Assez paresseuse, mais en même temps, moi, ma vie était centrée sur ma famille, mon environnement. C'est comme si j'avais la chance d'avoir d'abord un conjoint exceptionnel qui était très famille et que pour lui, c'était ça qui comptait le plus. Quand on a décidé de fonder une famille, c'était parce qu'on y croyait beaucoup puis qu'on voulait, notre priorité serait toujours celle-là. Ouais. Et ça s'est continué comme ça. Et c'est sûr que si j'avais eu la chance peut-être de travailler pour des entreprises, de travailler en santé ou dans l'enseignement, que j'ai un fonds de pension, ce que je n'ai pas, parce que je n'ai jamais fait ce genre de métier-là, c'est quelque chose qui aurait pu changer ma vie aussi parce que j'ai eu confiance en la vie, puis j'ai fait confiance en la vie, puis ça a bien été. Mais ce que je dis qui est important aujourd'hui, c'est que pour les jeunes d'aujourd'hui, en tout cas, ce que je souhaite pour eux, c'est d'avoir la chance de faire des études très longtemps pour qu'ils aient la liberté de choisir ce que va devenir leur vie. Et ça, c'est, je pense, la meilleure chose qui peut arriver à toute personne. Et c'est ce dont je suis le plus fière en lien avec ce que mes filles sont aujourd'hui, grâce à ce qu'on a été avant, grâce à ce qu'ont été nos parents avant. Et ça, je pense que la continuité, pour moi, dans ce sens-là, c'est important. Et là, on vit présentement une pandémie incroyable. C'est difficile. Et moi, ce qui me préoccupe le plus, bien sûr, c'est la santé, mais c'est aussi l'éducation de nos jeunes. Et ça m'inquiète parce que je voudrais tellement pas que nos jeunes en souffrent longtemps, mais c'est très préoccupant. Et pour moi, l'éducation, c'est de base le plus important pour assurer un avenir à nos jeunes. Je vous remercie beaucoup pour votre générosité, pour votre implication. Ça m'a fait plaisir.